Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans le débat du soir. Bienvenue à tous. Quelques 9 jours nous séparent de la célébration de la fête nationale. Le comité d'organisation ainsi que nos forces de défense et de sécurité se préparent pour peut-être rallumer chez les Béninois la fibre patriotique en leur montrant la détermination des troupes à bouter hors du territoire l'ennemi. À l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le président Patrice Talon apprend le porte-parole du gouvernement à inviter 4 pays étrangers à participer au défilé militaire. Parmi ces 4 figures 2 États membres de l'AES, sans révéler les noms des 2 États, des 2 nations sahéliennes. Wilfried Léon Ngouedji a indiqué que leur réponse officielle n'était pas encore parvenue aux autorités béninoises au moment où il faisait sa déclaration. En attendant donc une confirmation de leur présence, nous nous intéressons ce soir, mesdames et messieurs, au geste du chef de l'État, une invitation qui montre de nouveau l'ouverture du Bénin à dialoguer, c'est une question. Le cadre même de l'invitation pour dire que la menace est commune et qu'il faudrait laisser les pays gérer leur souveraineté à leur guise. Une autre interrogation. Ces 2 pays vont-ils répondre favorablement à l'invitation? On aborde toutes ces questions avec mes invités. Je vous les présente. Je suis avec Gratien Makoko. Vous êtes juriste et écrivain. Bonne arrivée. Merci, bonsoir Madame Toboula. Je salue les téléspectateurs de E-Télé. J'espère que vous vous portez bien. Très bien. À ma gauche, Monsieur Briston Amoussoughenou. Vous êtes analyste politique et également écrivain. Bonne arrivée. Bonsoir Madame la journaliste. Bonsoir les téléspectateurs. Ils vous répondent par ma voix. Et enfin, Julio Tometti qui est au milieu. Julio qui est analyste politique et juriste de formation. Julio, bonne arrivée. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Un second sujet, si nous avons le temps, mesdames et messieurs, la sensibilisation de l'Agence nationale des transports terrestres contre les chargements hors gabarit. Voilà le second sujet à débattre si le temps nous le permettait. Allez, démarrons par le premier sujet. Gratien Makoko, la première question, elle est pour vous. Cette annonce de l'invitation par le Bénin de 2 pays de l'AES, surprise ou logique? Vous savez, il faut partir déjà de l'intervention du porte-parole du gouvernement, puisqu'il a mentionné que ces 2 États du Sahel n'ont pas encore donné leur quitus, n'ont pas encore donné un retour favorable. Maintenant, face à cette donnée variable, il faut raisonner par hypothèse, à supposer que l'invitation est acceptée par ces États. Il faut comprendre que du côté du Bénin et du côté du Sahel, l'on a pris résolument l'engagement de travailler ensemble. Ça va être le signal que les divergences sont en train d'être émoussées, d'accord, que les États du Sahel, qui étaient regardés comme étant des ennemis du Bénin dans un passé récent, ont commencé par à faire de rapprochement avec cet État-là. Donc, première hypothèse. Non, déjà, c'est déjà un signal, parce que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin le choix. Pourquoi ce n'est pas le Rwanda? Pourquoi ce n'est pas le Kenya? Pourquoi ce n'est pas la République démocratique du Congo? C'est forcément un signal. Et si cela arrive à être une réalité, ça va être regardé forcément, d'une part, bien entendu, comme étant une volonté des 2 parties à se rapprocher. Maintenant, il y a l'hypothèse que l'invitation soit déclinée. Parce que vous savez, il y a une sorte de divergence idéologique, d'accord, apparente, une divergence idéologique apparente, parce que pour les États de l'Alliance du Sahel, le Bénin ne se serait pas inscrit dans la logique souverainiste qu'ils sont en train de défendre. Or, le Bénin en tant qu'État a fait le choix de la souveraineté, d'accord, avec une certaine ouverture, d'accord, ouverture en maintenant, d'accord, quelques collaborations avec la France, et ce que les États sahéliens ne comprennent pas. Mais je pense que va falloir que ces États, d'accord, donnent suite, une bonne suite à cette invitation, parce que en restant dans des partenariats avec la France, ce n'est pas forcément une démarche anti-souverainiste. Quand je vous donne l'exemple d'un État comme la République centrafricaine, jusqu'en 2000 ou à partir de 2020,
officiellement, on a constaté que cet État-là a retrouvé un autre messie, qui est la Russie, et a tourné résolument dos à la France. Mais pas plus tard que le mois dernier, déjà les 5 et 11 juillet, on a vu que la Centrafrique, d'accord, en dépit de sa coopération avec la Russie, a signé un autre accord de partenariat de coopération militaire avec la France. C'est à croire que les États, à un moment donné, opèrent des choix. Et quand vous prenez un État comme le Canada, et c'est là que je voudrais finir, la puissance colonisatrice du Canada, c'est bien entendu la Grande-Bretagne. Et quand vous regardez un peu le système politique du Canada, c'est que vous avez un premier ministre qui est canadien, mais celui qui fait office de président de la République, c'est le roi Charles III de l'Angleterre. Ça voudra dire quoi? Que cet État-là qui est le Canada a maintenu une sorte de cohabitation avec l'ancienne puissance colonisatrice, mais ça ne l'a pas empêché d'être la deuxième économie la plus viable du continent américain après celle des États-Unis, d'être la 8e économie la plus viable du monde. Donc, il faut comprendre que on peut rester en accord, en partenariat avec une puissance colonisatrice ancienne. L'essentiel, ce serait de fixer des bases fondamentales d'accord, de respect réciproque et d'intérêt réciproque. Donc, je voudrais quand même que nos frères du Sahel puissent s'inscrire dans cette logique, comprendre cette logique du Bénin qui défend ses particularités tout en s'ouvrant à toutes sortes de nations et afin que les divergences entre nous, on va le dire ainsi, et ces États sahéliens-là, ils puissent rayer la paix et que le 1er août, les Béninois, les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens puissent vivre le bonheur de la paix retrouvée ce 1er août-là. Il faut dire qu'en matière de diplomatie, les relations restent dynamiques. Allez, monsieur Briston Amoussouguenou, je vous pose la même question. Cette volonté du Bénin d'associer deux pays de l'AES à notre célébration nationale, est-ce que c'est pour vous une surprise ou c'est dans la norme des choses? Merci Madame Toboula. Moi je pense que c'est une grandeur d'esprit de la part de l'exécutif, de la part du gouvernement béninois qui a fait un petit pas mais un pas de géant dans le respect des accords bilatéraux, dans le respect dû à deux États qui doivent cohabiter ensemble ou qui doivent garder leur souveraineté mais tout en comprenant que les uns et les autres, ils ont besoin des uns et des autres à un moment donné. L'État béninois a compris aujourd'hui qu'on ne peut pas toujours continuer à entretenir la guerre, qu'on ne peut pas continuer à entretenir des frustrations et qu'il faille opérer un choix, c'est-à-dire le choix de la cohabitation pour aujourd'hui faire face surtout aux questions cruciales de terrorisme qui prennent en otage nos États de la sous-région. Donc je pense que cette démarche s'inscrit dans la norme. Cette démarche s'inscrit dans le bon choix qu'a opéré le Bénin de faire face, disons, à son destin en appelant ses frères, hier adversaires, je ne vais pas dire ennemis, à venir goûter. Même pas adversaire, non, concrètement. Ce sont des situations qui conduisent à des réactions. Voilà, donc adversaire même, c'est pas... Mais je vous comprends, je comprends l'idée. Je crois quand même que le Bénin a fait un bon choix d'inviter ces pays de l'AES parce qu'après tout, il faut une synergie d'action pour faire face à un ennemi commun. Alors, voilà. Julio Tometti, une énième ouverture au dialogue du Bénin à travers cette intention? Bien sûr, une ouverture et une marque de fraternité qu'on peut avoir envers des pays frères, surtout lorsqu'on partage le même espace géographique. En fait, ça me fait penser un peu à notre histoire avec à notre grégaire d'entre-temps avec le Nigeria par rapport à la question de fermeture des frontières. Le Bénin a travaillé à ce que les relations deviennent les plus pacifiques que soit. Et fort heureusement, nous avons vu, moi j'ai été très fier de voir en fait les troupes nigérianes défiler le 1er août 2024 aux côtés des soldats béninois. C'était en fait la marque de ce que, en fait, véritablement, à partir de là, on peut être certain que... Ça, c'était à l'arrivée de Tinubu en tant que président, justement, pour montrer un peu le réchauffement des relations entre le Bénin mais ça demeure que, en fait, il y a une partition béninoise à travers une certaine démarche de m'étendue. Quand bien même ça n'avait pas trouvé écho par le passé avec le président Tinubu, ça
trouver écho. Et donc, ça veut dire qu'on peut entretenir des divergences. On peut entretenir des divergences par le passé et après fumer le calumet de la paix, comme on peut le dire. Et donc, nous sommes presque, en fait, dans ce même scénario. Il s'est fait que, en fait, les États du Sahel, donc, notamment le Burkina, nous avons eu quelques flèches en fait du capitaine Traoré par rapport à des supposés comment dire, actes de subversion que le Bénin aurait entretenu avec d'autres États. Il y a le cas comment dire, nigérien, c'est seulement le Mali, bien entendu, nous ne partageons pas de frontières avec le Mali, c'est au niveau du Mali que nous n'avons pas eu de cette truc-là. Donc, moi, je peux déjà même pronostiquer pour dire les meilleurs partenaires, ou bien ceux qu'on veut comme partenaires à inviter pour ce truc-là, je peux pronostiquer en supposant même qu'il s'agit notamment du Niger et du Burkina. Parce que ça donnerait tout son sens des personnes avec qui on a entretenu une certaine divergence, qu'aujourd'hui, on les invite à un événement pareil de défiler aux côtés de nos soldats. Comme je le disais tantôt, c'est une marque d'humilité, de fraternité qu'on peut avoir envers les pays, comment dire, les pays frères. Et donc, de ce point de vue, le Bénin reste disposé, le Bénin reste ouvert à ce que, en fait, la pacification vienne. Parce qu'au-delà des divergences que, comment dire, les chefs d'État ou les exécutifs peuvent avoir, il y a en fait les peuples. Vous entendez souvent les gens dire, en parlant de la CEDEAO par exemple, que sur les questions de divergence, qu'il y a la CEDEAO des chefs d'État ou des gouvernements, mais qu'il y a aussi la CEDEAO des peuples. De sorte que, en fait, le Béninois ne fait aucune différence entre le Togolais et le Burkinabé, le Nigérien, d'une certaine façon. Les peuples s'acceptent entre eux et donc les dirigeants auront aujourd'hui à travailler davantage à ce que les peuples ont scellé, en fait, depuis des années, ce qui a été scellé, que ça puisse être maintenu, qu'il n'y ait rien qui puisse venir fragiliser durablement. On peut avoir des divergences pour un temps, mais il faut trouver les moyens, en fait, de pouvoir les dissiper. Et aujourd'hui, je pense, en fait, c'est la posture du gouvernement béninois à travers cette énième main tendue. Et moi, j'ai bon espoir, et je suis de même davantage convaincu que, en fait, ces États accepteraient. Parce que, de toute façon, le fait de n'avoir pas obtenu encore un non, ça peut, en fait, comment dire, pronostiquer de ce que forcément ce sera un oui. Et aussi sur le plan de la communication, je pense qu'en fait c'est d'une manière ou d'une autre pour mettre les peuples à témoin que le porte-parole du gouvernement a voulu en fait lever un coin de voile sur cette question. Vous savez que c'est quelqu'un qui généralement ne s'aventure pas sur des questions où il n'a pas l'onction d'une manière ou d'une autre de l'aborder. Donc s'il l'a abordé, c'est une manière de nous mettre à témoin, que ce soit les peuples, comment dire, béninois et ceux des pays de l'AEP envoyés pour dire qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver des moyens, en fait, de fumer le calumet de la paix. Une autre main tendue au dialogue, disiez-vous. Mais monsieur Amoussou Guénou, tout à l'heure, vous avez évoqué la souveraineté de chacun des États. Au-delà donc du dialogue, doit-on lire un message que le Bénin essaie aussi d'envoyer à travers le cadre choisi? Quand on dit fête nationale, cela veut dire que le pays réaffirme sa souveraineté à travers la parade donc des forces de l'ordre. Ne serait-ce pas aussi un peu le message que le Bénin essaie d'envoyer ou de renvoyer à travers cette invitation à ces deux pays de l'AES? Bien évidemment. Je le disais tantôt, c'est un message fort que le Bénin envoie. D'abord, une marque d'humilité, comme l'a dit M. Tomenti tout à l'heure. Le Bénin a toujours maintenu, nous prouve aujourd'hui que nous avons toujours la main tendue vers les frères de l'autre côté. Et au-delà de tout ça, on invite qu'en fait, on invite que vraiment un ami ou un frère à une fête, c'est-à-dire à une réjouissance des gens, des personnes avec qui on souhaiterait toujours être. Et partager des bons moments, des moments festifs. Je crois que c'est le message fort que le Bénin est en train d'envoyer aujourd'hui. Donc c'est une main tendue et j'ai de bon espoir aussi. J'ai bon espoir que nos frères, les deux frères invités, s'inscriront dans cette logique et feront pareil pour qu'on ait la paix des braves. C'est sous peu, c'est-à-dire dans 9 jours, vous l'avez précisé tout à l'heure, et que cet épisode-là soit conjugué au passé et qu'on comprenne que le peuple de la sous-région, nous sommes un. Comme l'a rappelé également mon confrère tout à l'heure, nous sommes un. Les peuples se retrouvent toujours entre eux.
seuls les dirigeants, je crois qu'ils doivent faire l'effort aussi de suivre cette courbe, cette logique que tracent les peuples et que nous soyons vraiment unifiés pour des victoires plus solides et plus grandes. Gracia Makoko, je vous pose la même question. Au-delà du dialogue qu'on voudrait maintenir ou garder avec ces pays frères, quel message, autre message renvoie à cette invitation quand on prend le contexte qu'est la célébration de la fête nationale qui revêt d'une importance, on parle même d'accession à la souveraineté internationale et nationale? Bon, je pense qu'il est possible de faire deux interprétations. On peut envisager d'une part que l'occasion est d'abord festive. C'est une fête. Et à l'occasion d'une fête, c'est de la réjouissance. Et quand on veut se réjouir, quand on veut fêter, on fête avec les siens. Donc, d'une part, c'est que ces États du Sahel, le Bénin les a invités pour passer le message que, malgré les divergences du passé, le Niger, le Burkina ou le Mali demeurent des États frères du Bénin. Donc, première hypothèse, première lecture par rapport au symbolisme même de l'occasion. Le second élément, ou la seconde lecture, c'est que la question de l'indépendance, puisque c'est de ça qu'il est question. Est-ce que le Bénin veut dire, je suis indépendant, mais ma souveraineté ne m'empêche pas d'être avec mes frères africains? Parce que, souvenons-nous, qu'avant la pénétration des colons chez nous ici, l'Afrique n'était pas envisagée comme étant un continent. C'est après le passage de la colonisation, des impérialistes qui ont imposé de force des frontières qu'il y a eu des États. Ça voudra dire que l'Afrique était une seule entité, d'accord, une seule entité politique. Et que si nous parlons aujourd'hui de Burkina Faso, que nous parlons de Bénin, de la Côte d'Ivoire ou du Mali, c'est aussi un legs colonial, c'est aussi le produit de la volonté des colonisateurs. Et que si nous nous accrochons aux frontières pour cesser de nous réconcilier avec les frères, malgré l'indépendance de chaque État, ça va être un peu comme entretenir le legs colonial qu'on veut au nom de l'élan souverainiste quand même abandonner. Donc, ce que je peux dire en termes de symbolisme de l'occasion, c'est en réalité la fête, mais c'est également le rappel de notre indépendance, mais toujours à l'intérieur d'une Afrique, d'accord, une Afrique unie, une Afrique solidaire, où le Bénin se sent toujours frère du Burkina Faso, toujours frère du Mali, toujours frère du Niger et toujours frère de tous les autres États de l'Afrique. Et l'autre message aussi, plus que jamais unis ou vent debout contre le terrorisme qui reste, les terroristes qui restent aujourd'hui les ennemis communs. Merci beaucoup. C'est aussi une forme d'interprétation et qui est vraiment pertinente. C'est pour dire que notre indépendance va passer par, d'accord, les dispositions sécuritaires, va passer par la souveraineté sécuritaire. Et cette souveraineté sécuritaire qui est l'une des branches de l'expression de notre souveraineté, d'accord, on va la conquérir, bien entendu, avec les États de l'Alliance du Sahel. Donc on va aller à la souveraineté, militaire, à la souveraineté sécuritaire, mais on le fera avec les frères africains, avec tous les autres États, dans une sorte de solidarité. Julieu, optimiste de la réponse positive qui viendra. Vous l'êtes aussi, Gracia Makoko, ou vous donnez votre langue au chat? La probabilité que nous obtenions un oui est au-delà de 50%. Donc, dans la dialectique chinoise, il n'y a pas de situation 100% négative. Lorsque le taux de positivité est au-delà de 50%, on peut commencer par espérer. D'accord. Oui, monsieur Wissana Moussouguenou. Je pense que tout dépendra du dynamisme de notre... comment appelle-t-on, du ministère des Affaires étrangères. De la diplomatie béninoise qui doit nous prouver ici qu'elle est vraiment dynamique, parce que moi j'ai un avis un peu contraire par rapport à mes deux confrères. Je suis un peu sceptique par rapport au oui des États parce que dans un passé récent, ils nous ont habitués un peu à des positions tranchées, à des positions contraires vraiment à ce que voulait le Bénin. Mais j'ai de bons espoirs. Je pense que les jeux de couloir se feront et que nous aurons ce que nous voulons, c'est-à-dire la présence effective des frères des pays de l'AES au Bénin ici, parce qu'en réalité, le grand message qui tente de se jouer là, qui contente de passer, je pense que c'est une synergie d'action par rapport à la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est des États qui, disons, sont des bases qui apparaissent aujourd'hui comme des bases de repli
à certains faits, à certains hors-la-loi. Et je pense que si les trois armées de ces pays-là vraiment se donnent la main et font ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils savent faire de mieux, nous allons trouver une solution à ce mal, à cette gangrène-là, à cette pègre-là qui prend en otage vraiment la quiétude populaire. Sur ce coup, vous êtes plutôt mitigé. Hein? Je note que vous êtes mitigé. Vraiment. Allez, Julien Tometi, si ces pays venaient à participer, quel message cela enverrait, selon vous, Julien Tometi? Non, en fait, je m'étais mis dans l'expectative, en fait, de voir, par exemple, les troupes nigériennes défiler aux côtés des nôtres, de voir les troupes maliennes ou les troupes burkinabé. Vous pouvez imaginer, en fait, ça va dégeler, en fait, comment dire, tout ce que nous avons, tout ce à quoi nous avons assisté jusque-là. Et en même temps, ce serait un message fort, en fait, pour ceux qui, pour les forces du mal, qui profitent, en fait, de cette défaut de coopération militaire au niveau de nos frontières pour trouver, en fait, des no-man's land qui leur permettent d'une manière ou d'une autre d'opérer leurs incursions et d'aller se réfugier où ils peuvent. Je pense, en fait, ce serait un message fort parce que vous imaginez un peu, ce serait, en fait, le début, en fait, d'une coopération militaire. Ça va faire le lit à une coopération militaire que le Bénin a toujours appelé de ses voeux depuis la scission. Et nous avons vu, en fait, que ce soit le chef d'état-major, que ce soit le porte-parole du gouvernement, par rapport à l'analyse, en fait, de ce que nous avons subi comme incursion djihadiste et autres, c'est notamment, en fait, le manque de coopération. Et imaginez un peu, vous savez, ces gens-là sont aussi dans la communication et ils savent et ils suivent tout ce qui se passe au niveau des États. Et donc, ce serait, comme vous le disiez tantôt, ce serait un message fort de dire, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes mieux aguerris, nous sommes ensemble, nous sommes mieux aguerris. Et donc, ceux-ci devront peut-être redéfinir leur stratégie s'ils ne veulent pas, ou bien carrément disparaître. Et moi, en fait, mon optimisme, c'est s'oriente beaucoup plus sur cet aspect-là. Parce que, en fait, pour moi, ça serait, nous aurions eu un début de solution pour, en fait, la coopération économique qui balbutie depuis un certain nombre de temps. Vous auriez appris la dernière fois, la navigation d'une certaine façon qui, autant du côté béninois que du côté nigérien, fait des morts. Ce n'est pas un élément qui pose des questions de problèmes de sécurité. Et donc qui raréfie en même temps aussi les transactions et fait que, en fait, les produits coûtent davantage cher. Nous sommes en train de parler de l'inflation sur le plan international en raison, en fait, de cette tension au niveau, comment dire, d'un certain nombre de pays. Et nous avons des éléments propres à nous, comme, en fait, ces fermetures de frontières. Et donc, ce serait un début de solution. Je pense pas que, par exemple, nous soyons parvenus à les faire amener à voir ces parades militaires-là. Je pense que ça va faire le lien en même temps comment dire, à ce que la situation soit totalement, en fait, dégelée. Et sur beaucoup d'autres plans. Il y a une autre, une autre situation qui, sur le plan monétaire, qui depuis quelques jours, oui, la crise au sein de l'UEMOA, ça pourrait être en fait un début de solution pour cette divergence-là, parce que ce n'est que des questions de suspicion que l'on nourrit les uns envers les autres qui, en fait, fait que ces positions sont les plus campées. Et aujourd'hui, nous partons en fait d'un événement symbolique, d'accord, comme la fête de l'indépendance, comme l'affirmation d'une certaine souveraineté, et à une telle occasion, on invite des pays frères. Le Bénin ne peut plus faire mieux que ça. Et je pense ça, pour moi, c'est presque le dernier acte, en fait, de main tendue, presque le dernier acte de main tendue. C'est pourquoi je suis... Votre presque là, c'est pourquoi je suis tout optimiste. Un peu trop osé. Je suis tout optimiste, en fait, que, en fait, cette main tendue est un écho favorable auprès de nos États frères, comme que ce soit le Burkina, le Niger ou le Mali. Alors, Gracia Makoko, la question, c'est le message que renverrait ces pays en acceptant venir, en participant donc à notre fête nationale. Deux messages fondamentaux.
Oui. D'accord? Oui. Le premier, c'est de montrer que nous sommes dignes de nous retrouver en tant qu'État africain, en tant qu'État frère de l'Afrique. Ouais. Vous voyez, les faits sont têtus en histoire. Regardez deux pays comme la France et l'Allemagne. Quand vous observez ou que vous vous ressourcez pour vous rappeler les raisons fondamentales qui ont motivé les deux guerres mondiales, vous retrouvez la France et l'Allemagne au cœur de tout. Ce sont les deux nations les plus divisées et qui ont été, d'accord, une divergence qui a été à l'origine de ces guerres qui ont engendré des impacts énormes sur l'humanité tout entière. Mais dans quelle position vous retrouvez ces deux États aujourd'hui? L'Allemagne a donné la main à la France a donné la main à l'Allemagne, et les deux, depuis plusieurs décennies, sont restés dans une coopération qui est fructueuse pour eux jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et l'Union européenne, justement, s'est construite autour de ces deux nations-là. Ça voudra dire quoi? Si la France s'est réconciliée avec l'Allemagne, en dépit, d'accord, de l'impact fort négatif pour ces deux États, d'accord, de leur divergence antérieure, d'accord, ce n'est pas l'AES ou les États invités qui vont refuser de se réconcilier avec le Bénin. Donc le premier message, c'est de dire que nous sommes aussi capables de nous retrouver autour d'une table lorsque antérieurement on a pourtant eu des divergences. Premier message. Le second message qui me semble, qui peut se dégager selon moi, c'est un message à l'endroit de la France. C'est une manière pour le Bénin de dire à la France, je coopère avec toi, mais j'oublie pas mes frères. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, d'accord, mais il n'a jamais été question. Non, je dis, on parle de signal, on parle de message. Là, nous sommes en train de parler de langage non gestuel, de langage non écrit. D'accord? Donc, à travers cela, lorsque la France, d'accord, de l'Élysée, les gens vont observer les troupes nigériennes, les troupes béninoises et les troupes burkinabées en train de défiler dans les rues de Cotonou, ils vont comprendre, ça va forcément leur faire passer le message selon lequel ceux-là, ils demeurent frères. Cela va avoir forcément un impact tout au moins moral sur les partenariats entre le Bénin et la France. D'accord? Oui, c'est ça, parce qu'on n'a jamais eu de problème avec peut-être la France, en tout cas pas avec... Non, on n'a jamais eu de problème avec la France. Mais il y a eu des soupçons du côté de l'AES. D'accord? Et c'est à croire que... Démentit pas le Bénin, donc... Non, démentit. Mais ce que je suis en train de dire est quoi? Qu'il y ait, d'accord, ces éléments reprochés au Bénin, ou que ces éléments soient absents, de toutes les manières, le fait pour ces États de se retrouver dans les rues de Cotonou porte le message à toute puissance étrangère que les États africains sont ensemble, oui ou non? D'accord, c'est un peu ce que je veux dire. Donc, deux messages, il faut qu'on se retrouve entre frères, il faut qu'on montre au monde qu'en tant qu'Africains, nous demeurons frères, même si il n'y a pas de désert au Bénin, même s'il n'y a pas de l'océan au Niger et au Burkina, nous demeurons des États frères. Oui, Brice Moussouguenou, on finit sur cette question avec vous. Je pense que ce serait très bon pour le moral d'avoir des troupes. Lorsque les troupes se retrouvent, pour avoir été aussi un élément de l'ex-gendarmerie, je pense que quand vous vous retrouvez entre soldats de la sous-région, d'abord c'est un brassage qui forge le moral de la troupe. Et c'est un bon signal pour la lutte contre les forces du mal qui opèrent dans nos différentes contrées par-ci par-là. Et l'autre message également, je pense que le chef de l'État aujourd'hui, à travers ce signal, montre que en dépit de tout ce que nous avons comme divergence, on peut toujours parfois laisser de côté nos divergences et se retrouver en frères, se retrouver en amis, se retrouver... Parce que c'est le vœu en fait des populations. Le Bénin aujourd'hui ne peut pas dire que une partie de notre population ne souffre pas de ces déconvenus liés à la fermeture des frontières du Niger et autres. Le peuple nigérien également, on a vu beaucoup de fois s'est exprimé pour réclamer l'ouverture de la frontière bénino-nigérienne, parce que le brassage entre ces deux peuples-là favorisera toujours l'éclosion des différentes affaires, l'éclosion des peuples et surtout le brassage des ethnies et de toute autre chose. Je pense que ce que le chef de l'État est en train de poser comme acte ne sera certainement pas le dernier, comme le dirait l'autre. Bon, mais presque. Je pense presque je pense que ça soit oui, que ça soit oui ou non, et que nos frères de l'AE se disent oui ou non, viennent ou pas.
cette main tendue doit rester tendue et qu'on envisage certainement des déplacements officiels vers ces États d'un camp comme dans l'autre pour garantir à ce peuple-là que nous sommes réellement un peuple frère, un peuple commun. Mais je pense que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui est un signal très fort qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter et qu'il faut continuer à applaudir. Allez, sur la question de la réponse favorable, les deux de ma droite ou à ma droite sont convaincus qu'on aura un oui. Monsieur Amsou Guénon, lui, il est plus ou moins mitigé. En tout cas, il attend de voir. Il attend de voir. Mais bon, c'est une invitation. On espère donc qu'ils participeront à la fête. On reste avec vous, Président Amsou Guénon, pour le second sujet que j'introduis d'abord. L'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, en collaboration avec le Comité national de facilitation, a lancé le 21 juillet une campagne nationale de lutte contre le chargement hors gabarit. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'application de la réglementation en matière de transport terrestre, notamment le décret 2011-713 du 21 octobre 2011. Cette étape avant les sanctions concerne, mesdames et messieurs, les conducteurs, transporteurs, chargeurs et autres acteurs du secteur. À l'issue de cette phase éducative, des actions répressives seront engagées contre les contrevenants. Cette campagne s'étend sur 3 mois. Alors, monsieur Amsou Guénon, connaissant les conséquences du chargement hors gabarit qui parfois menace sérieusement nos infrastructures routières, est-ce qu'il faut encore sensibiliser avant de réprimer? C'est un travail de titan que le gouvernement va commencer bientôt parce que vous avez parlé de menaces sur les infrastructures. C'est un fléau. Imaginez qu'on soit même au volant ou sur une moto et qu'on observe ces titans qui sont à près de 5 mètres de hauteur avec les... Mais je dis, ça donne d'abord de la frisson au volant. C'est pas seulement au niveau des infrastructures, mais au niveau de la vie même. Au niveau des citoyens, ça donne une sorte de psychose. Et je pense qu'on n'a même plus besoin en l'état de sensibilisation parce que la police a toujours reprimé. C'est fait depuis la nuit des temps. Et tout citoyen aujourd'hui doit se comprendre et savoir que ce chargement au gabarit, il devient carrément une sorte de kamikaze dans la cité et qu'il fait qu'on reprime ça avec la dernière rigueur. Je pense que c'est un cadeau même qu'on fait aux transporteurs aujourd'hui en parlant encore de comment on appelle-t-on? De sensibilisation. De sensibilisation de tout ce que je pense. Je pense qu'on doit aller directement à la phase répressive parce que c'est un fléau qui endeuille des familles, un fléau qui crée des convenus, qui gâte les infrastructures. Regardez à Porte-Nouveau, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Tout ce qui est fait aujourd'hui comme infrastructure, les routes, les constructions, les bâtiments, les poteaux électriques et autres, ça se détruit au jour le jour avec ces hors-la-loi qui vraiment nous mettent en insécurité et par rapport à notre vie, nous mettent en insécurité par rapport à tout ce qui est fait comme infrastructure et mérite vraiment que la sanction tombe et qu'elle soit prise avec la toute dernière des rigueurs. Donc je félicite d'abord ceux-là qui ont encore voulu donner une dernière chance à la phase de sensibilisation, mais je pense que la répression serait la chose la mieux partagée par les Béninois aujourd'hui. On sensibilisera encore Gratien Makoko avant de réprimer. Non, vous savez, moi j'ai un vrai problème avec cette annonce. Vous savez, on ne peut pas défendre l'inapplication des tests de la République. C'est une mesure de police administrative, ce décret que vous avez invoqué, numéro 2011-713, qui quand même a interdit, d'accord, les chargements hors gabarit. Et quand on parle de chargement hors gabarit, ça ne concerne pas seulement les titans, c'est aussi les autres véhicules, même les 5 places. D'accord? C'est une mesure, il va falloir la respecter. Maintenant, on se pose la question de savoir
pourquoi il y a un décret en 2011 et malgré cela, les transporteurs n'ont pas respecté la mesure d'interdiction? Pourquoi en février 2017, il y a eu une vaste campagne et que malgré ça, le phénomène continue? Pourquoi en octobre 2023, il y a eu d'autres répressions, il y a eu des répressions et que malgré cela, ça continue? Pourquoi? Puisque en 2025, c'est la deuxième fois que l'on revient sur la question de chargement au gabarit. Donc, au-delà de la pertinence de la mesure, la pertinence de l'interdiction, je vous donne un seul cas, d'accord, qui, à ma foi, amène les gens à récidiver ou à ne pas forcément aller dans le sens de le respect de la mesure. Quand vous prenez un véhicule 5 places, d'accord, à l'intérieur, vous avez le chauffeur et 4 passagers. Lorsque le chauffeur doit quitter Dassa pour Cotonou, le tronçon c'est 208 km. En aller-retour, il est à 416 km. Et dans les 5 places, il doit respecter scrupuleusement la mesure, c'est qu'il est tenu de prendre que 4 passagers. Si il prend 4 passagers, un passager par tête, les frais de transport, c'est environ, si c'est trop cher, c'est environ 3500 de Dassa pour Cotonou. Pour 4 passagers en aller, ça fait 14 000. En aller-retour, ça lui revient à 28 000 francs. Maintenant, lorsque vous prenez un véhicule 5 places, qui consomme tellement moins de carburant, pour faire une distance de 208 km, c'est environ 15 litres d'essence. En aller-retour, les 416 km, ça va lui faire environ 30 litres d'essence. 30 litres fois les 600 francs que coûte le litre, vous êtes à environ 18 000. Maintenant, le frais de transport de tous ces passagers, 4 passagers en aller, 4 passagers au retour, le tout ça fait 8 passagers, le frais que chacun paye, 3 500 fois 8, ça vous donne 28 000. Donc, dans les 28 000, il va enlever les 18 000 francs de frais de carburation, ça reste 10 000 francs. Mais ces 10 000 francs-là, figurez-vous que depuis un certain temps, l'État béninois a pris une mesure pour interdire les chargements sur les tronçons. Ça voudra dire que le chauffeur qui va faire de chargement dans sa zone, il est obligé de se rendre au niveau de la gare routière. Chaque gare routière est gérée par un syndicat qui doit prélever de l'argent sur les frais que le chauffeur va payer. C'est peut-être un ticket de 1000 francs à Dassa pour le chargement. Et quand il vient à Cotonou pour charger le soir, c'est un ticket de 1000 francs. Les deux, ça fait 2000 francs. 2000 francs autour de 10 000, ça lui reste 8000 francs. Maintenant, il y a l'hypothèse où le chauffeur n'est pas le propriétaire du véhicule. J'ai dit tout à l'heure que c'est une bonne mesure. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne respectent pas la mesure? Lorsqu'on ne fouille pas là, peut-être qu'on va réprimer aujourd'hui pendant 3 mois et à partir du 4e mois, on va constater que les comportements vont reprendre. Mais je parlais des 8000 francs qui restent comme les frais de transport. Si le chauffeur n'est pas en même temps le propriétaire du véhicule, il doit partager ces 8000 francs avec le propriétaire. Si le propriétaire est trop gentil, il prend 5000, il lui revient 3000 francs. Mais on n'a pas compté ce que le chauffeur a mangé le matin avant de prendre la route pour venir à Cotonou et ce qu'il a mangé au retour. Si on suppose que c'est 500 francs le matin, 500 francs le soir, ça fait 1000 francs, il revient au chauffeur 2000 francs. Quelqu'un qui a 2000 francs en tant que chauffeur, combien il va donner pour la popote? Maintenant, comment il peut économiser pour instruire ses enfants? Moi, je ne suis pas là pour défendre le non-respect de la mesure. Je vous dis que c'est ce qui amène les chauffeurs pour dire, malgré l'interdiction, qu'est-ce que je veux faire? Parce que la mesure me comprime dans une situation invivable. Les gens sont obligés de contourner les contrôles de police, d'accord, pour faire ce que la loi a défendu. Ce que je voudrais demander... Si on fait des points comme ça, on ne va pas s'en sortir, puisque chaque secteur d'activité a ses contraintes. Oui, quand la mesure est prise, c'est vrai que l'État est de bonne foi en l'apprenant. Mais quelles sont les conditions socio-économiques de sa mise en œuvre? Intervient. Je voudrais inviter tous les transporteurs, tous les conducteurs à respecter la mesure. Mais cela ne m'empêche pas de rappeler aux autorités, parce que peut-être si les autorités la prennent, ils peuvent définir des mesures d'incitation, pourquoi pas? Oui, Julio Tometti. Je vais dire 2 mots sur, comment dire, les faits justificatifs. Est-ce que c'est comme ça on l'appelle en droit, des chargements au gabarit que M. Makoko tente d'expliquer. Pour dire non, quand on parle de sécurité routière, quand on parle de durabilité de nos infrastructures routières, si on met tout dans le panier, on ne s'en sortira pas. C'est pourquoi je suis d'autant plus ravi qu'au départ, il a commencé par reconnaître que c'est une bonne mesure. Parce qu'en vérité, lorsqu'on va au fond, c'est quoi le chargement hors gabarit?
C'est d'abord en fait le chargement pour lequel, comme nous avons l'habitude de voir, que les poids dépassent normalement ce que le véhicule peut être amené à, à supporter. Ou, c'est-à-dire, on fait soi-même des aménagements sur le véhicule pour peut-être l'augmenter en espace d'une certaine façon, ou on pose soit les personnes ou les marchandises de sorte à ce que le véhicule, parce que vous le savez, pour nos infrastructures d'une manière ou d'une autre, ils ont un certain nombre de poids réglementaires à supporter en tenant compte de la nature du trafic ou bien de ce qui s'y passe. Je ne suis pas acteur routier pour savoir plus précisément en fait comment dire les éléments. Mais ce qui m'inquiète moi en tant que citoyen et pour les questions de sécurité routière, c'est, vous l'auriez observé, c'est-à-dire vous prenez un chauffeur qui prend 2 personnes devant, 4 en arrière. Donc ça fait 7 au total pour un véhicule de peut-être de 5 places. Vient une situation difficile. Les 2 qui sont derrière, moi j'en ai été témoin une fois. Le chauffeur est incapable en fait de faire les manœuvres comme il se doit pour se tirer d'affaire parce que lui-même il est compressé. Il est compressé. Vous savez, beaucoup de cas d'accidents sont dus à des questions de défaut de manœuvre parce que le véhicule a le poids plus que ce qu'il n'est en mesure de supporter. Et donc, de ce point de vue, lorsque viennent des situations difficiles, il est compliqué pour le chauffeur, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir, en fait, se tirer d'affaire. L'autre élément, vous le verrez pour les poids lourds, pour la plupart du temps, les questions de manœuvrage. Vous voyez un poids lourd qui veut tourner à un carrefour, tout le monde est obligé des fois de s'arrêter pendant au moins 5 minutes, des fois 10 minutes, parce que tellement il est lourd, il n'arrive pas à faire les manœuvres correctement. Nos routes étant ce qu'ils sont, ça en ajoute aux questions d'embouteillage dont nous sommes quotidiennement confrontés, même si aujourd'hui un effort est en train d'être fait pour en fait démultiplier en fait notre trafic routier. Moi, je pense fondamentalement, et c'est quand vous voyez aussi un peu l'endommagement en fait de nos infrastructures routières, comment dire, au-delà même du poids en fait que ces infrastructures sont en mesure de supporter, il y a les autres éléments de parade qui contribuent soit à la sécurité ou à l'embellissement. Les chargements au gabarit, surtout au niveau des camions, vous allez constater que c'est ce qui fait que d'habitude, vous voyez un feu, peut-être en haut, on a chargé jusqu'en haut, c'est cassé, c'est une nue, personne ne voit, et le carrefour ou l'intersection devient sans signalisation. Les panneaux sont quotidiennement détruits parce que un camion débordant est rentré dans le ravin, a ramassé tout sur son passage. Il n'y a pas de témoin pour pouvoir, comment dire, l'arrêter ou tout au moins le signaler. Et donc, il y a tellement de trucs là. Ce qu'on demande, ce n'est que de respecter, en fait, les mesures de sécurité routière. On a parlé du décret de 2021. Et c'est ça, en fait, notre problème. Et Makoko bien fait de rappeler que dans le circuit, par exemple, quand on prend les conducteurs de taxi, il y a, par exemple, les syndicats. Que font les syndicats par rapport au rappel de ces règles élémentaires d'une certaine façon? Ça ne sera pas seulement pour récolter d'une certaine façon, comment dire, les redevances au niveau des gras ou sur les abords des routes. La sensibilisation doit être aussi, en fait, de suivi ouvrier. Je pense, dans leur constitution, dans leur statut, ces éléments sont souvent dedans, parce que c'est ça, en fait, même les objectifs premiers. Je voudrais finir en disant, en relevant ceci. Le coût ou le bénéfice ou le gain que doit avoir un chauffeur ne peut pas justifier, en fait, le surchargement. Ce qu'on observe dernièrement et qui est du moins appréciable, même si ça en ajoute en fait à la cherté de la vie, c'est que des gens vous disent carrément, si vous allez rester seul devant, vous payez tel. Si vous acceptez qu'on vous enjoint quelqu'un d'autre pour que vous soyez 2 devant, le coût est un peu moindre. Si vous allez être 3 derrière, c'est tel coût. Si vous voulez être 4, c'est tel autre coût. Pourquoi ne pas considérer le nombre, l'effectif normal dans chaque véhicule pour fixer des coûts connus? Ou bien on attend que l'État vienne encore pour fixer, en fait, se mêler encore de ça. On va dire, l'État fait un interventionnisme trop poussé, alors que c'est une fonction ou une activité pour ce que nous savons libéral, et qui l'État ne vient que pour réguler et non aller jusqu'à fixer en fait des coûts de trajet. Donc il y a
tellement de choses. Ce qu'on demande simplement, c'est de respecter, puisque nous le disons souvent, en parlant, comment dire, de l'ANAP, de la CNSS, qui ne font pas assez dans la sensibilisation. Moi, je pensais même qu'on allait dire, pourquoi a-t-on besoin encore de sensibiliser? Tous nous savons que, comment dire, les chargements hors gabarit, que les surcharges sont autant mauvais pour nos infrastructures que pour notre sécurité. Et donc, de ce point de vue, comment dire, la police n'a pas besoin, en fait, comment dire, ou l'ANAP n'a pas besoin encore de donner, en fait, des moratoires avant de commencer par sensibiliser. Moi, je suis pour la sensibilisation, moi, je dirais pour la répression, mais bon, il faut, comment dire, avertir, il faut sensibiliser, il faut rappeler, d'accord, pour en fait se donner raison lorsque comment dire, la répression sera mise en place. Dernier tour de table avec cette dernière question, Monsieur Amosou Guénou, comment s'assurer justement que les acteurs comprennent l'importance de ces régulations au-delà même de la peur des sanctions, que ce soit désormais un réflexe pour qu'on ne soit pas encore à revenir sensibiliser alors qu'on parle de la vie humaine, de nos infrastructures dans lesquelles nous investissons aujourd'hui un maximum. Oui, je pense que le gros du travail revient surtout aux différentes organisations liées au transport dans le pays. Ça, il doit avoir un rôle de rappel, le rappel de la conduite à tenir au niveau de la route par les usagers qui empruntent la route, qui font ce circuit-là matin, midi et soir. Et je pense aussi qu'ils ont toujours des syndicats et des organisations qui définissent, qui augmentent presque au quotidien le tarif lié. Parce que ces calculs que M. Makoko vient d'opérer, de faire, ils le font tous les jours. Ils s'assurent quand même du bénéfice, du minimum quand même, dont doit bénéficier le chauffeur, le conducteur, avant de définir les tarifs. Ce travail a été toujours fait et je pense que ce n'est pas 3 000 francs qui quittent Cotonou pour aller à Dassa. Pour rappel, c'est à 5 000 francs actuellement. Donc ça leur permet quand même d'avoir le minimum qu'il faut. L'État aussi n'est pas sourd, n'est pas un sobo pour laisser quand même dans cette misère ambiante le conducteur et le privé du minimum en parlant de répression. Je pense que la répression, ce que nous sommes en train de dire ici, vaut son pesant d'or parce que depuis la nuit des temps, la loi est connue par les uns et les autres. Ils ont fait le truc là, comment appelle-t-on? Tous, nous avons le permis de conduire, nous avons fait l'auto-école, c'est un rappel, les policiers l'ont toujours rappelé, la CNSS, tout ce monde-là l'a toujours rappelé. Je pense que nous sommes à la phase, c'est une faveur que le gouvernement et la NATO font en rappelant, en faisant ce qu'ils veulent faire actuellement. Sinon, je pense qu'il vaut mieux aller à la phase de répression pour décourager ces hors-la-loi qui continuent de nous mettre en insécurité à travers leur manière très peu orthodoxe de faire dans la cité. Grâce à Makoko. En réalité, il y a un coût social pour la mesure. On demande aux transporteurs de respecter. Mais les transporteurs, lorsqu'ils vont dire que le déplacement entre Cotonou et Dassa, c'est désormais 10 000 francs, c'est la même population de ceux qui vont être, comment on appelle, passagers, qui vont crier encore leur roll-ball. En réalité, l'objectif de ma démonstration, c'est de dire d'une part à ces transporteurs, respecter la mesure, mais d'autre part, attirer l'attention du gouvernement sur le fait que cette mesure fragilise la capacité financière de ces transporteurs, histoire de la mener à mettre en place des réformes dans ce secteur, dans le secteur du transport, qui va permettre quand même une bonne condition de vie et de travail pour de ces conducteurs. Parce que j'ai fait, je vole, grâce à Makoko. J'ai jamais dit que vous volez. Je vous ai dit que le comportement perdure. L'État perd parfois son temps à faire la sensibilisation. Ça me rappelle un peu, comment dire, une initiative de la police républicaine il y a quelques mois par rapport aux véhicules branlants. Les véhicules branlants. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et d'abord, le thème nous avait paru trop nouveau, on ne comprenait pas. Mais après, en fait, c'est une terminologie qui existait bien et que sur d'autres sur le combat se fait. C'est-à-dire quoi? C'est des véhicules totalement amortis, d'accord? Mais comme est sur la voie, qu'on a rafistolé de part et d'autre, vous voyez des véhicules qui n'ont plus, comment dire, de pare-brise,
on y met, c'est du sachet qu'on y met avec des scotch. Et vous voyez peut-être des véhicules qui ne sont plus capables d'aller même sur une route inter-État à plus de 30 km/h par exemple. Et la police s'est donné la responsabilité depuis un certain temps de commencer par mettre hors circulation ces véhicules-là. Le plus important dit, mais ceux-là vont manger quoi, ceux-là vont manger quoi, alors que ça crée véritablement un problème de sécurité, ça peut poser un problème d'endommagement des infrastructures routières et en termes de commodité aussi, ça, pour ce que nous aspirons être, en fait, ça pose véritablement un problème d'image, en fait, que nous révélons. On ne peut pas, puisque moi, je suis juriste, on ne peut pas justifier, en fait, un fait infrationniste par, en fait, des conditions sociaux, comme vous le disiez. Moi, j'ai dit, il faut que la mesure soit respectée, oui, mais il faut attirer aussi l'attention des autorités publiques pour leur demander quand même que lorsqu'il y a des mesures qui ont directement d'impact, il faut essayer de voir comment on définit des mesures. C'est tout ce que je disais. Je n'ai jamais défendu sur le plateau que la mesure ne doit pas être respectée. Je voudrais m'inscrire en faux par rapport à cette allure de monsieur. Si vous ne me laissez pas conclure, je vais vous arracher la parole et je vais finir par conclure. Je retire le mot. M. Bakoko n'a jamais voulu dire, il n'a jamais voulu justifier, en fait, qu'il faut encourager ces infractions, ces actes constitutifs d'infraction au code de la route, mais il voulait en appeler simplement peut-être à une certaine sensibilité, en fait, des gouvernants par rapport aux difficultés que ceux qui sont dans le secteur peuvent avoir. Ce que moi je vais demander pour finir, c'est de nous rendre compte de la vertu que cela peut constituer, en fait, de respecter la réglementation. Si la NAT a pu prendre une telle mesure, c'est forcément sur la base d'un certain nombre de constats, de la base d'un certain nombre de diagnostics, et qui sont comprimés, en fait, dans son champ de compétences. La NAT ne peut pas aller se demander est-ce que ça va permettre aux chauffeurs de bien vivre ou pas. Ce qui intéresse la NAT, ce sont les infrastructures, c'est une part de la sécurité routière, et ce n'est que sur ça qu'il peut sortir. Les autres questions, on peut trouver en fait le cadre pour en discuter, mais là, il faut rappeler, à partir de maintenant, par rapport à la mesure, nous disposons de 3 mois pour la sensibilisation. Donc, Madame Toboula, lorsque vous allez vouloir prendre peut-être votre tasse d'ici à l'ADA, veuillez, lorsque vous constatez, attirer l'attention des chauffeurs sur ça, de ce que, en fait, il y a une mesure de sensibilisation en cours qui ne durera que 3 mois et puis après ça, ils peuvent être soumis à la rigueur de la loi. Et c'est justement cela, il va également des passagers pour ce qui concerne les petits véhicules. Si un chargement dépasse la norme, autant sauver sa vie et laisser le chauffeur dans ses calculs sociaux. Allez, merci beaucoup à nos débatteurs. Merci Gratien Bakoko. Merci Monsieur Briston Amsoughenou. Merci également à vous, Julio Tometi. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur l'ensemble de nos plateformes numériques. E-Télé avec vous, pour vous.